Aux partenaires. Donc, j'ai pu déjeuner avec Déborah, donc Déborah Barton du Centre canadien d'études allemandes et européennes, donc le CCEAE, et donc l'Institut universitaire européen de Florence, représenté entre autres par Daniela, qui était postdoc chez nous pendant 3 ans avant de partir sur un Max Weber Fellowship à la rentrée. Donc, le sujet de notre colloque, ça doit être peut-être mon quatrième colloque post-élections européennes. Donc, par le passé, ça a été souvent donc, des journées d'études sur 2 jours, parfois trois, où il était souvent question est-ce que c'est une élection de second ordre ou pas. Donc, des types de débats qui ne sont pas forcément les plus passionnants. Il me semble pourtant que lors de cette élection, il s'est passé plus de choses que lors des dernières élections où chaque fois on craignait ou on espérait. Certaines évolutions. Donc là, il y a eu une récomposition assez importante du Parlement. Donc, voilà, dans les travaux qui sont faits à Strasbourg autour du Parlement, souvent c'était la question, voilà, c'est un Parlement qui travaille très différemment, fait partie du champ européen. Donc, les parlementaires agissent sur en commission, font partie de cet espace bureaucratie. Donc, il me semble qu'ici, donc non seulement il y a eu un renouvellement, donc avec des personnes qui ne sont pas initiées, voilà, dans ces manières de faire de la brune bruxelloise, mais voilà, en plus il y a donc une partie de plus en plus importante du Parlement qui sont vraiment voilà, dans des formes de défiance. Donc la question, c'est voilà, la question qui m'intéresse par exemple, c'est est-ce que ils vont se faire digérer ou est-ce qu'ils vont voilà, se faire intégrer en quelque sorte dans la logique à l'œuvre. Voilà, donc je vais pas parler plus longuement, mais voilà, c'est aussi une actualité où on a un petit peu oublié ces élections qui ont été suivies par d'autres surprises électorales. Donc en France et malheureusement aux États-Unis, bientôt En Roumanie. en Allemagne, oui, en Roumanie, voilà, il y a toute une série de pays qui tombent, entre guillemets. Donc, je pense que c'est voilà, le prisme par les Européens, les élections européennes sont aussi un lieu d'observation de ces transformations, ces formes de polarisation et de ces nouvelles logiques électorales et recomposition partisane. Donc, je suis très intéressé par ce qui va suivre et je vous cède la parole. Et merci pour l'invitation. Donc, merci aussi pour l'invitation. Merci Laurent et Daniel pour avoir organisé cet événement. Je vais dire quelques mots du déroulement. Après, je vais brièvement présenter notre intervenant et ensuite on va passer à la discussion. Donc, il y a 3 questions et je vais poser les questions successivement et chaque intervenant sera libre d'y répondre ou non. Chaque prise de parole sera limitée de 3 minutes et Florent va aider à garder le temps. À la fin du tour de table pour chaque question, vous aurez la possibilité de réagir aux propos de notre panéliste. Et une fois que chacun aura eu l'opportunité de s'exprimer, je vais introduire la question suivante en suivant la même logique. Après avoir discuté les 3 questions, je vais ouvrir la discussion aux questions du public ou le débat aux questions du public, mais aussi les intervenants peuvent aussi revenir sur certains points ou d'élargir le débat si vous voulez. Donc, la présentation à nos intervenants. C'est un plaisir d'introduire Laurie Baudenet, professeur agrégé de politique européenne à l'Université de Montréal. Claire Demesme est actuellement professeur à la chaire Alfred Gosser de Sciences Po politique, Sciences Po Paris et chercheuse associée au Centre Marc Bloch à Berlin.
Oui, c'est ça. Niccolo Milanese, philosophe et écrivain, est l'un des directeurs fondateurs d'European Alternative, une organisation qui contient européenne pour explorer et promouvoir la démocratie, l'égalité et les cultures au-delà de l'État-nation. Aussi, nous avons Maria Patrine, chargée de cours et chercheuse associée à l'Université de Florence. Delphine Deschaux-Dutar est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Grenoble. Juliette Dupont, maintenant chercheuse postdoctorale FNRS à l'UC Louvain. Et Bastien Font, et tu faire ton doctorat, c'est une co-direction à l'Université de Caen et l'Université d'Augsburg. Et aussi Calypso Nicoladi, titulaire de la chaire en affaires globales à l'École de gouvernance transnationale à l'European University Institute. Et je pense que c'est tout le monde. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non? Voilà. Bon, on va commencer avec la première question. Et c'est une question en deux parts. Donc, la première partie, quelles sont les conséquences des élections en termes de rapport de force entre les principaux acteurs politiques de la scène européenne? Par exemple, le parti politique européen, groupe au Parlement européen, etc. Et la deuxième partie de question, quelles évolutions et impacts ont ce qui est trait aux institutions européennes et à leurs compétences et pouvoirs respectifs? Donc, qui aimerait commencer? Non, non, je voulais dire, on commence en ligne. S'il y a quelqu'un qui... mais je vois pas quelqu'un qui veut commencer. OK. Quelqu'un doit commencer. Je peux commencer si vous voulez. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être sur cette table ronde. Merci de l'organisation. Pour cette première question, dans le fond, j'avais trois remarques qui me venaient en tête en y pensant un petit peu. La première, c'est sûr, puis ça a un petit peu été évoqué en introduction par Jay, sur l'importance de ces élections dans l'Union européenne en termes de légitimité démocratique. C'est sûr que quand on regarde en observateur des élections européennes, on a toujours cette analyse-là avant et après. Est-ce qu'on est toujours sur des élections de premier, de deuxième ordre, de premier ordre? Qu'est-ce que nous dit la participation? Donc, ma première observation vraiment sur la participation, c'est un peu une réponse en demi-teinte, je pense, parce que d'une part, on a une légère augmentation de la participation globale et on a, pour la deuxième fois consécutive, comme une cassure dans la pente descendante de la participation, donc ce qui peut amener à plus d'optimisme en termes de la fonction de légitimation démocratique de ces élections pour le système de l'Union européenne. Néanmoins, quand même, le point à noter, c'est que cette participation, elle reste extrêmement variable et dans beaucoup de pays, il y a eu une diminution aussi. Donc, on a des résultats qui sont extrêmement éclatés entre les différents États membres et dans certains pays, on a eu un net recul. Le deuxième point que je voulais mentionner en regardant les campagnes dans les 27 États membres, c'est que le pattern, si vous me passez l'expression anglaise, de 2019 se poursuit. On a un enjeu européen qui est de plus en plus présent dans les campagnes électorales, là encore avec des degrés variables, mais c'est sûr que l'actualité récente et notamment la pression de la guerre en Ukraine a fait en sorte que l'enjeu de la défense européenne, notamment, est arrivé en premier dans beaucoup de pays et ça a forcément aussi boosté la participation dans certains de ces États. Deuxième point, en lien avec les résultats cette fois-ci, bon, ça a été dit et redit, on a une droitisation du Parlement européen, à la fois un renforcement du PPE et un renforcement de l'extrême droite.
qui n'est pas tant en nombre de sièges, dans le fond, l'extrême droite, mais qui est plutôt, à mon sens, un renforcement en termes de groupe, parce qu'il y a eu des évolutions, notamment avec le fait que Fidesz ne soit plus dans le PPE, mais contribue donc à ce nouveau groupe, mais en tout cas nouvelle dénomination d'un groupe qui existait déjà, les Patriotes pour l'Europe, et qui devient en fait la troisième force au Parlement européen. Et donc là, on a un vrai remaniement de l'équilibre des groupes avec l'effondrement des Verts et des libéraux. Et donc ça, à mon sens, c'est le résultat le plus frappant. Même si le centre se maintient, sociodémocrate, chrétien-démocrate, on a quand même cet effondrement des Verts et des libéraux et cette montée du troisième groupe d'extrême droite. Un dernier point, bref, sur l'évolution des institutions. Quelque chose qui me frappe pour ces élections 2024, c'est que la procédure des têtes de liste euh, a été suivi après l'écart de 2019, donc avec un sentiment que le retour de la procédure des têtes de liste de manière un peu artificielle, parce que Ursula von der Leyen, dans le fond, avait fait partie de ce contournement en 2019. Je pense que ça contribue à une normalisation de cette procédure-là et donc un renforcement du rôle du Parlement dans la nomination de la Commission, mais avec la politisation accrue qui vient avec et dont on peut pas faire abstraction, c'est-à-dire que ce qu'on a vu aussi dans la campagne et là, les auditions pour les commissaires, c'est la question de la place de l'extrême droite dans un Parlement qui a un rôle renforcé dans la nomination de la commission. Et on voit que l'alliance entre le PPE et l'extrême droite reste extrêmement dangereuse ou coûteuse, on va dire, et ça a amené beaucoup d'instabilité, de retournement dans le processus de sélection de la commission. Voilà. Merci beaucoup, Laurie. C'est un bon début et des points tellement importants. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui, Calypso, Nicolas dit. Oui, comme ça, je vais rebondir sur ce que Laurie vient de dire. D'abord, pour remarquer que si, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est quand même que, enfin, ce qui était frappant en juin, c'est que c'est vraiment Léopardo. Tout reste, tout ne change pas aussi radicalement qu'on pourrait le dire. Les choses restent plus ou moins les mêmes. Et on l'a vu maintenant avec a posteriori, maintenant avec les commissaires, avec les hearings des commissaires. C'est quand même toujours la même grande coalition. Donc, finalement, une certaine stabilité, alors même qu'on a beaucoup parlé de la croissance des partis anti-système. Et d'ailleurs, par ailleurs, ces partis anti-système et surtout l'extrême droite, même s'ils ont une croissance, en même temps, ils sont beaucoup moins ce que j'appelais avant existential Eurosceptics. Bien sûr qu'ils critiquent Bruxelles, bien sûr qu'ils veulent moins de compétences européennes, etc. Mais finalement, et ce n'est pas étonnant, ils sont bien plus intégrés au système. Et bon, l'exemple de l'Italie est vraiment peut-être le plus clair à cet égard, mais pas seulement, même en France. Donc, on a à la fois une fluidité superficielle de la politique, de politics, mais en même temps une certaine solidité de l'équilibre institutionnel, du constitutional settlement et des partis qui le soutiennent. Euh, deuxième point aussi rajouter à tout ça, euh, on a aussi vu une politisation. On a depuis longtemps parlé de la politisation des politiques, pardon, de l'européanisation des politiques nationales, mais là, ce qu'on a vraiment vu de façon radicale, c'est la nationalisation des politiques européennes. Quand même, je crois ça paraît déjà très loin, mais ce moment, une heure après les élections, quand Macron a annoncé son coup de tonnerre de la dissolution, qui a été suivi par des déclarations presque instantanées dans déjà 4-5 pays dans l'heure qui suivait, à commencer par l'Allemagne. Tout à coup, alors même voilà, c'était un moment européen, tout est redevenu hyper politique nationale avec des calculs de ce qui allait se passer, avec des grands questionnements de pourquoi il a fait ça.
Est-ce que c'est machiavélien? Est-ce que c'est un respect du peuple? Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est parce que on le voit maintenant en France avec les débats parlementaires sur le budget? Eh bien évidemment, euh, ça aurait peut-être été un moment où la dissolution aurait été nécessaire, donc il fallait la faire avant. Enfin bref, on se pose en France en tout cas, mais après je regardais dans les autres pays, immédiatement le soir même, c'était que du national. Voilà. Et nous, alors que la question qu'on pose en sciences sociales, c'est tout le temps, bon, jusqu'où et comment et combien il y a un peu de politique européenne. Et ça, c'est ce que Macron a quand même fait. C'est terriblement ironique, quoi. Lui qui se disait tellement européen. Donc, je crois que ça, c'était aussi quelque chose. Et bon, et donc ça, c'est le deuxième point. Et finalement, la question qu'on va pouvoir se poser ensemble, c'est effectivement, est-ce que les institutions européennes en sortent renforcées? Bon, il y a une question de personnalité. Ursula, c'est fascinant ce que tu viens de dire, Laurie, parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé du Spitzenkandidat, est-ce que ça va revenir, etc., tout en sachant que c'était une hypocrisie totale, parce que ça faisait aucune différence. Euh, mais en même temps, ce que toi tu dis, j'y avais pas trop réfléchi de cette manière-là, c'est de dire finalement, ça s'est quand même ancré. Moi, j'étais plus pessimiste. Je disais, bah non, on a perdu l'idée qu'il y a quand même une décision conjointe du Parlement et du Conseil autour de tout ça, une négociation qui va durer un certain temps après les élections européennes, qui dirigera la Commission. Là, il n'y a rien de nu, il n'y avait pas de suspense. Mais quand même, ça faisait partie de la logique du jeu à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, peut-être qu'on rebondisse là-dessus. Bon, il y a beaucoup plus à dire, mais j'ai passé par les 2 minutes et demie, ça suffit. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un veut réagir ou ajouter ou prendre... Ah, Maria? Oui. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Non, je voulais juste rajouter quelques observations à ce qui a été dit. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est une sorte de d'asymétrie entre le résultat global des élections au niveau du Parlement européen. Je suis assez d'accord avec Calypso, où euh, au lendemain des élections, on constatait en fait que la grande coalition, la majorité de centre au Parlement avait globalement tenu. Il y a eu, bien sûr, au niveau national, ça, c'était pas le cas, notamment en France, par exemple, mais en général, on n'a pas eu la sensation, en fait, que cette coalition de centre allait se déchirer au lendemain des élections, alors que l'impact au niveau national était bien plus présent. Mais maintenant, en regardant un peu ce qui s'est passé avec les auditions des commissaires, par contre, je pense qu'il y a eu un impact aussi au niveau du Parlement européen, avec un glissement notamment de l'équilibre politique qui risque de changer aussi le fonctionnement du PE, hein, du Parlement européen. Et ça pourrait créer vraiment des dynamiques et des alliances politiques inédites parce que ce qui change, c'est le PPE, hein, le PPE est renforcé, il peut chercher une majorité à droite, hmm, et donc, en s'alliant avec les conservateurs et les réformistes ou le groupe des patriotes. euh, donc la question est vraiment aussi de savoir le PPE, l'identité du PPE, est-ce qu'ils vont, et c'est une question de choix finalement aussi du PPE. Et ce qui rend la chose assez difficile, je suis encore d'accord avec ce qui a été dit, c'est que les partis extrémistes d'extrême droite, souvent, ont subi cette transformation pro-européenne, hein. Donc, ils sont devenus une fois au gouvernement, et je parle notamment de l'Italie, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays, ils ont adopté des positions bien plus modérées et pro-européennes. Et donc, l'un des obstacles à l'alliance du PPE avec ces partis pourrait tomber, hein. Ils sont finalement sur beaucoup de points et sur des positions politiques assez rapprochées. Donc, tout ça, à mon avis, mène à une sorte de polarisation, mais aussi de politisation des relations au sein du PE. Ce qui, à mon avis, est
d'un côté assez dangereuse dans le sens où, bien sûr, hein, on craint tous un peu la dérive d'extrême droite, mais en même temps, je pense qu'il y a, c'est pas forcément négatif d'un point de vue démocratique, hein. Cette idée, l'un des arguments majeurs sur le contre en faveur du déficit démocratique de l'UE, c'était justement l'idée que euh, le Parlement ne fonctionnait pas sur une majorité opposition, que l'exécutif n'était pas responsable non, devant une vraie majorité politique, alors que ce changement et cet alignement sur des questions idéologiques, donc plutôt droite contre gauche, pourrait vraiment un peu changer aussi les équilibres au PPE. Après, c'est à voir, bien sûr. Merci beaucoup, Maria. Claire et après Juliette. Cette fois-ci, on se bat pour vous appeler. Merci beaucoup. J'aimerais bien revenir sur cette double dynamique antinomique, stabilité et transformation en profondeur, parce que j'ai l'impression que c'est le fil rouge là, des interventions précédentes, et c'est certainement quelque chose qui va nous occuper là, dans la discussion. Alors pourquoi double dynamique? Bah, d'abord, oui, on l'a entendu plusieurs fois, le PPE évidemment force dominante, le pivot pour la politique européenne au PE dans les prochaines années, et puis c'est le PPE qui mène la danse, pour le dire simplement. Ce qui est intéressant dans cette histoire, je trouve, c'est de voir un triangle des personnalités allemandes avec évidemment Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, avec le rôle de Manfred Weber en tant que chef du groupe, et puis certainement avec Friedrich Merz comme prochain chancelier. Alors bon, évidemment, les élections n'ont pas encore eu lieu. Enfin bon, on va voir. Mais bon, si ça se poursuit, tu sais, c'est le bel triangle biographique, le triangle des personnalités. Donc là, on risque d'avoir, on reviendra aussi certainement sur le rôle des États membres, mais pour l'Allemagne et pour justement les influences des États membres au sein de l'Union dans les prochaines années, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'œil. Alors, stabilité, pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a cette espèce de coalition non dite avec un accord conclu entre PPE, Sociaux-démocrates et Renew, avec une déclaration de coopération de la plateforme il y a très peu de temps, avec une espèce de programme, mais c'est là qu'on voit qu'il y a possibilité d'évolution et de transformation. Le PPE n'a donné aucune garantie de non-coopération avec les conservateurs et réformistes, donc avec l'extrême droite. Aucune garantie. Ce qui, évidemment, fait grincer des dents dans les autres partis, notamment sociaux-démocrates et Renew. Donc, quand Maria dit c'est une question de choix du PPE, mais je crois que le PPE ne veut pas choisir délibérément. C'est une question de non-choix du PPE. C'est une position qui est vraiment qui est délibérée pour justement ne pas s'y lier les mains et avoir une marge de manœuvre dans la conduite des politiques publiques ensuite. Et puis, donc là, on glisse vers je disais, stabilité, transformation en profondeur, ou instabilité. Oui, évidemment, la position de force de l'extrême droite ou des extrêmes droites. On a eu, depuis l'arrivée de Mélanie, plusieurs coopérations avec des votes en commun, PPE et conservateurs réformistes, hein, notamment, alors, des sujets qui ont l'air comme ça plutôt anodins, la restauration de la nature, ce genre de choses. Mais enfin bon, on a eu quand même des votes communs. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de cordon sanitaire autour du CRE. Et ce qui veut dire aussi qu'on a une influence avec une mise à l'agenda politique, notamment sur les questions, évidemment, immigration et asile. Et on le voit déjà depuis plusieurs mois. Bon, c'est quelque chose qui devrait se renforcer. Alors, deux petites questions ouvertes. La première, c'est on ne sait pas encore comment vont se comporter les deux partis, enfin les différents partis de l'extrême droite entre eux, en termes d'alliance, concurrence. Évidemment, l'internationalisme des nationalistes, c'est toujours compliqué. Et ça, c'est une des grandes questions qu'il va falloir suivre, avec notamment un combat pour le leadership d'extrême droite au PE. Et puis, la deuxième question ouverte que je laisse comme ça un peu je jette en pâture dans la salle, c'est
les rapports de force, non seulement entre partis, non seulement entre institutions, mais aussi entre pays. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est intéressant de voir qu'on a cette dynamique de rapport de force se joue aussi entre États membres de l'Union européenne. Et il ne faut pas le sous-estimer. L'intergouvernementalisme, avec les crises à répétition que traverse l'Union européenne, l'intergouvernementalisme est bien là, joue un rôle central. Peut-être même, il a sans doute même été renforcé, ça on peut en discuter. Et là, c'est la question, qui sont les pays qui ont gagné en influence, qui ont perdu en influence. La France, très clairement, a perdu en influence. Je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, mais l'Italie, justement, la question de la Pologne, de l'Estonie. Bon, c'est juste en guise d'apéritif. Je répondrai à ça peut-être plutôt par la suite. Mais je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête quand on parle des dynamiques de rapport de force. Merci beaucoup, Claire. Donc, Juliette, vous pouvez répondre aux questions de Claire ou aussi ajouter quelque chose à des commentaires. Merci beaucoup. Justement, pour poursuivre sur cette question en fait, de la rupture ou de la continuité et ce que ces impacts sur les rapports de force, c'est vrai que quand on regarde au sein du Parlement européen, l'équilibre, il n'est pas réellement bouleversé, puisque depuis quelques mandatures, on avait à la fois une droitisation et aussi une érosion du centre-gauche. En revanche, en fait, on a une masse critique inédite des députés d'extrême droite qui ont plus de 25% des sièges, qui ont trois groupes politiques différents, avec Patriote qui est le plus important, mais de l'autre côté ECR qui est celui catégorisé comme fréquentable, notamment par la Commission, avec la nomination d'un vice-président qui vient de ce parti. Et en fait, ça, sur le fonctionnement du Parlement, je dirais qu'on peut identifier trois conséquences. La première, c'est que plus de sièges implique plus de ressources pour ces partis-là. Donc, on voit que les partis d'extrême droite, ils ont obtenu 2 vice-présidences du Parlement européen. Ils ont obtenu 3 présidences de commission, dont notamment l'agriculture et le budget. Et c'est intéressant parce que l'agriculture, en fait, elle a été échangée par les sociodémocrates qui voulaient absolument faire barrage à un président ECR dans la commission Libé, qui s'occupe des droits fondamentaux et de l'immigration. Donc, ils ont échangé contre l'agriculture. Et finalement, cette commission Libé, qui était assez traditionnellement qui revenait aux sociodémocrates, elle passe au PPE. Donc ça, ce sera quelque chose à surveiller. Donc la première conséquence, c'est celle des ressources. La deuxième, elle a déjà été évoquée, c'est le fait que l'extrême droite, en fait, devient un allié potentiel pour obtenir des majorités. C'était déjà le cas avant, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Par exemple, en 2019, en octobre 2019, le PPE avait fait rejeter un texte de la gauche sur les opérations de sauvetage en Méditerranée, à très peu de voix, à 2 voix près, en obtenant en fait un soutien de l'extrême droite à ce moment-là. Donc effectivement, on voit qu'il n'y a plus de cordon sanitaire et on parlait de quelque chose d'assez anecdotique. Au mois de septembre, il y a eu le vote d'une résolution qui reconnaissait Urrutia, donc qui est opposant à Maduro, comme le président légitime du Venezuela. Et le PPE a obtenu cette résolution en s'alliant avec ECR. Donc là, on voit qu'effectivement, il n'y a plus de cordon sanitaire et qu'en plus de ça, les sociodémocrates sont très fragilisés et ça s'est vu notamment sur les auditions où les sociodémocrates voulaient retirer la vice-présidence de Raphaël Fito, qui s'est présenté comme un chrétien-démocrate, ce qui est assez intéressant, je trouve. Et en fait, les sociodémocrates n'ont pas réussi parce que leur propre candidate à la commission, donc Teresa Rivera, était elle-même en difficulté. Et la troisième conséquence, et je pense qu'elle est importante quand même à rappeler, c'est cette masse critique d'élus d'extrême droite. En fait, elle fait déjà une pression illibérale sur le Parlement européen. La semaine dernière, pas plus tard que je pense que c'était jeudi, le groupe ECR, et notamment via Marion Maréchal, a obtenu le report ou l'annulation en fait, d'une table ronde qui était organisée au Parlement sur des questions antiracistes, parce qu'il y avait une universitaire franco-ivoirienne, donc Maboula Simoaro, qui était invitée. Et en fait, suite à plusieurs actions des députés d'extrême droite, cette table ronde a été annulée. Donc en fait, on voit déjà qu'il y a des effets qui sont relativement nouveaux et je pense inquiétants. Voilà. Merci beaucoup. Donc, trois conséquences tellement importantes pour discuter aussi les questions de Claire. Donc, Nicolas? Oui, merci beaucoup. Je vais partir un peu de là, mais vous avez demandé les effets sur le rapport de force entre les principaux acteurs politiques de la scène européenne, qui pose la question de quels sont les principaux acteurs politiques de la scène européenne. Je pense qu'ils sont pas seulement institutionnels. Moi, je constate, après les élections, qu'il y a très peu de volonté de faire en sorte qu'il y ait plus de transparence dans les institutions européennes et notamment dans le Parlement.
ces élections, ils suivent des plus grands scandales, Qatargate, de corruption dans le Parlement. Il n'y a pas eu de vraies réformes après en termes de transparence des actions des parlementaires. Et il y a le même président du Parlement européen qui a été mis en place. Et j'ose dire, beaucoup plus de parlementaires avec des intérêts euh, qui sont mêlés avec les acteurs tiers de, de la scène internationale, que ce soit la Russie, le Vatican, des pays du Golfe. Je pense que il va y avoir beaucoup plus d'ingérence dans dans, dans ce que fait le Parlement européen ces prochaines années. Ce qu'il faut regarder par rapport à tout cela, c'est la nomination de ombudsman qui doit avoir lieu dans ces prochaines semaines pour voir si un des candidats qui, qui est vraiment fort dans la lutte contre la corruption et la transparence est choisi, ou si c'est un candidat plutôt faible. Donc, je pense qu'il faut rester critique par rapport à quels sont les principaux acteurs. Et il faut aller voir dans les détails leur, leur action, parce que dans le dernier mandat du Parlement, on voyait les effets de l'ingérence, par exemple, du Vatican, pas dans les gros titres de ce que faisait le Parlement, mais dans les détails de ce que faisait la Commission, par exemple, sur les droits des femmes. On voyait les députés d'extrême droite, mais pas seulement, euh, faire des petits amendements qui faisaient des grandes différences à la fin. Mais pour retourner peut-être dans les institutions, je pense qu'il faut noter aussi que les Verts sont totalement désorientés après ces élections. Ils ont eu moins de votes, ils ont moins de force et ils ont très très mal joué leur jeu. Depuis qu'ils sont élus, ils ont cru en quelque sorte qu'en votant pour Ursula von der Leyen, ils pouvaient avoir quelque chose. Ça, c'est manifesté d'être totalement illusoire. Et je pense que toute l'agenda des Verts du, du mandat précédent sur le positionnement de l'Europe est maintenant en danger. Euh, je pense aussi, et c'est pas euh, c'est en lien en quelque sorte que globalement la question de la prioritisation donnée à l'égalité par ces institutions est mise en question. La dernière commission de von der Leyen se disait la commission de l'égalité. Cette fois, dans les titres des commissaires, l'égalité, c'est un petit chose ajoutée à, un titre de notre commissaire. Et ça, c'est le résultat du changement de rapport de force. Et pas seulement le changement de rapport de force. En fait, je pense pas que c'est là l'essentiel. Je pense que c'est plutôt la désorientation et la confusion chez les socialistes, les Verts et la gauche. Ils savent pas comment agir. Et chaque fois que je suis dans le Parlement, je constate cette désorientation de comprendre ce qui se passe et de prendre position là-dedans. Euh, petite dernière chose que je pense pas difficile, mais c'est peut-être intéressant à savoir, c'est que la gauche dans le Parlement, dans le groupe GUE, s'est élargi parce que les députés de Cinque Stelle en Italie ont rejoint le groupe de gauche. Ça, c'est intéressant pour chaque personne qui pense à ce que c'est le technopolitique et comment ça évolue du point de vue de Cinque Stelle et une certaine préoccupation avec les gens marginalisés, je dirais, de la société. Euh, mais à gauche encore, il y a une division, un schisme qui est ouvert dans le Party of the Left, entre notamment les anciens membres et une sorte de nouvelle gauche qui vient des Balkans, qui vient des Baltiques, qui vient de Pologne, qui a un autre positionnement sur notamment l'Ukraine, mais pas seulement sur l'Ukraine et sur le féminisme. Et donc, il y a cette division dans le Parti européen de gauche, qui est autre chose que le groupe dans le Parlement, qui est générationnel, mais qui est aussi, à mon avis, le résultat de diminution de nombre de parlementaires de Die Linke, qui jouaient ce rôle
de tenir ensemble, en quelque sorte, plusieurs versions de la gauche à travers l'Europe. Mais disparition de Die Linke fait que cette gauche se divise sur ces questions générationnelles, géopolitiques et féministes. Merci. Une réponse des autres commentaires? Je peux prendre la suite, sauf si, Yes. parce qu'on a encore deux à parler, c'est ça? Je vais mal compter. Du coup, merci de m'avoir sollicité. Pour ma part, je suis chercheur ici au Centre Marie-Bloch dans le pôle de recherche environnement, énergie, climat. Et une question qui se pose de ce point de vue-là, c'est celle du Green Deal et de ce que ça peut devenir, ce qui va se passer pour ce prochain mandat. Et de ce point de vue, c'est vrai que c'est pas forcément rassurant de voir la montée des partis d'extrême droite, dont quand même la plupart sont très très fermement anti-éoliens. Euh, Ça conjugué avec une baisse des Verts, c'est certes la continuation d'une dynamique en cours, mais il y a quand même quelque chose qui s'accentue alors que les défis eux-mêmes sont devant nous et pas derrière. On a enclenché une mécanique, mais le plus gros reste à faire avec notamment la transition des industries lourdes, la transition du secteur des transports et surtout le fait que, on l'a vu avec la crise russo-ukrainienne, on est dans une Europe qui est fortement dépendante d'un point de vue énergétique. Donc, la transition énergétique, en fait, souvent, on pense qu'on est en bonne voie quand on pense notamment au paquet énergie-climat de 2009 qui a été tenu et a donné lieu à l'horizon 2020 à une production supérieure à 20% d'énergie renouvelable dans l'UE. Mais en fait, globalement, c'est la production électrique qui augmente fortement, tandis que si on regarde la consommation énergétique finale, on est encore à 12% seulement de consommation d'énergie renouvelable. On était à 4% dans les années 90, on n'a pas énormément avancé. Et donc, au-delà d'électricité sur le plan énergétique, il reste beaucoup à jouer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir investir les campagnes avec des énergies renouvelables pour aller les implanter là où il y a de la place. Or, où est-ce que ça vote le plus à droite et de plus en plus à droite dans les espaces ruraux? Il va y avoir des conflits d'usage qui sont amenés à s'intensifier entre les usages agricoles de la terre, les usages pour la production d'énergie, les usages de la terre pour l'extraction de terres rares, comme on le voit en France avec l'ouverture d'une mine de lithium dans l'Allier. Donc on a ces tentatives de relocalisation des activités dans une Europe qui est largement dépendante d'importations énergétiques. Et en même temps, on va avoir des défis qui vont s'accroître, sachant que le Green Deal a quand même un objectif très ambitieux qui est de rendre cette UE climatiquement neutre d'ici 2050. C'est pas rien. Euh, donc voilà, en gros, il reste beaucoup de chemin à parcourir, sachant que donc, moi, plus précisément, je me situe dans les études énergétiques du point de vue de ma spécialisation, et c'est un champ où on lit souvent que les experts disent que la transition n'a pas encore vraiment commencé. Donc, on voit des infrastructures autour de nous, elles sont rentables économiquement grâce à des prix de rachat. Elles ne sont pas forcément toutes encore rentables, beaucoup d'un point de vue énergétique lui-même. Donc, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Je vais m'arrêter là parce que ça fait à peu près 3 minutes. Je n'ai pas envie de monopoliser. Merci, Bastien. Je pense que c'est une bonne transition pour de la deuxième question, mais aussi on peut retourner pour discuter ces points plus en détail vers la fin de la session. Donc, je vais poser la deuxième question. Encore une. Il reste encore Delphine. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Delphine, est-ce que... Oui, ok, oui, en fait, j'ai parlé à votre main. Oui. alors en l'occurrence, ma remarque était justement plutôt une remarque concerne la seconde question parce que je ne suis pas du tout spécialiste d'élection, mais je suis spécialiste de défense européenne. Et ce qui me frappe, en fait, moi, quand je regarde en particulier la campagne électorale conduite en France ou en Allemagne, mais tout particulièrement en France, c'est qu'il y a vraiment une irruption du sujet défense européenne par rapport aux élections de 2019. Alors évidemment, la guerre en Ukraine y est pour beaucoup, mais ce qui est assez frappant, c'est que là où sur beaucoup d'autres sujets, on a une forme de renationalisation du débat,
Dire qu'en fait, on prend prétexte aux élections européennes pour parler de ce qui ne va pas chez nous. Sur la question de la défense, en fait, on a quand même, dans le cas français, une véritable forme d'européanisation, notamment chez les partis, on va dire, traditionnels de gouvernement. Et on a la position classique des partis comme enfin, du parti en l'occurrence qui est le RN, qui est plutôt une position de résistance, en fait, à la question de la défense. Et moi, ça m'a tout particulièrement frappé fait, de voir combien le sujet est entré de plein pied dans la campagne et ce qui était même assez étonnant pour quelqu'un qui regarde le sujet depuis une quinzaine d'années comme moi, c'est de voir réapparaître la notion d'armée européenne, en fait, chez certains candidats, en particulier chez le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann et chez la candidate Renaissance Valérie Ayé, pour essayer de surfer en fait sur l'image positive qu'ont les citoyens sur la question, parce que quand on regarde les eurobaromètres, y compris tous ceux conduits depuis la guerre en Ukraine, il y a en fait un fort niveau de soutien à la défense européenne, à l'idée d'une action extérieure européenne qui soit plus substantielle. Le niveau de soutien a plutôt en fait été boosté par la guerre en Ukraine, puisqu'on est en moyenne au-dessus de 76% dans l'ensemble des pays européens. En France et en Allemagne, on est, grosso modo, en Allemagne, on était à l'époque des élections autour de 80% de soutien à l'action européenne, l'action extérieure européenne. En France, on est un tout petit peu en dessous, on est à 77, mais on voit bien qu'il y a là, dans le cas des élections, une tentative de surfer sur cette vague, en fait, un peu positive. Merci beaucoup. Rajouter peut-être quelque chose de transversal en réagissant à ce que Nicolo et Delphine et aussi dans la salle ce que vous avez dit. En fait, la question qui se pose toujours quand on a les élections européennes, mais encore plus maintenant, c'est what difference will it make? Et quand on est prêt, on dit, oh là là, ça va faire beaucoup de différence. Mais par exemple, sur la question du Green Deal, il y a deux choses contradictoires. C'est-à-dire que, enfin, on a vu qu'avant les élections, on pédalait en arrière, toute la question de la nature, de nature law, tout ça, c'était avant les élections. D'ailleurs, je ne dirais pas que c'était anodin. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était anodin. Ce n'était pas du tout anodin que le EPP et l'extrême droite se mettent ensemble contre la restauration de la nature. Il y avait quelque chose de structurel, qu'on arrête le progrès accéléré. Mais en même temps, finalement, on a entendu les hearings de Wopke Hoekstra, c'était quand même la continuité, le commissaire sur le climat. Il faut dire qu'il était déjà en place, etc. Il a réaffirmé qu'il n'est pas question de faire du backsliding, qu'on va rester à 90% des réductions des émissions d'ici à 2040. Le prix du carbone, on va continuer dessus. Sur les voitures, les véhicules, etc. Bon, tout ça, c'était des hearings. Mais il y a quand même des raisons structurelles en politique industrielle, etc., qui font qu'on ne va pas, parce que l'extrême droite et les climato-sceptiques ont un peu plus de voix au Parlement, arrêter ces politiques de fond. Je pense que ce que vient de dire Delphine sur la sécurité, c'est la même chose. C'est, comme tu le disais à l'instant, c'est une évolution de fond. On a la guerre à nos portes. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est pas seulement le soutien peut-être à une armée européenne ou une version de tout ça, mais aussi par rapport à l'Ukraine, on a quand même dit il y a un an que comme il y a deux camps en Europe dans l'opinion publique entre ceux qui veulent une justice, s'opposer à la Russie, ne pas donner des territoires à la Russie, etc., et puis ceux qui disent, bon, on a quand même besoin de la paix maintenant. Et finalement, même s'il y avait plus de partis qui poussaient pour la paix maintenant et un deal avec la Russie, et bon, finalement, l'opinion publique n'a pas tellement bougé. On va voir ce qui va se passer avec Trump, qui sera du premier côté. Et je dirais que finalement, sur cette question des structures, et surtout des structures anthropologiques et sociologiques, on a affaire quand même à une évolution de fond en Europe qui est que l'identité politique liée à l'existence politique d'une personne par rapport à un parti travailliste, un parti chrétien, un parti... est de moins en moins fort. Hier, on avait une discussion avec Colin Crouch à UI, on a beaucoup parlé de ça, et du fait que la plus grande fluidité des gens qui se déterminent plus ou moins au dernier moment
sur des raisons beaucoup plus superficielles, etc. Mais en même temps qui réfléchissent plus parce qu'il n'y a plus une appartenance identitaire à des partis, sauf peut-être pour les Verts, mais c'est très minoritaire. Est-ce que ça va se passer pour l'extrême droite? Ce que je veux dire, c'est que là, il y a toute une discussion sur cette question du rapport entre l'évolution de l'appartenance identitaire des groupes dans nos sociétés et ces élections qui finalement peut-être ne peuvent pas refléter comme ça des évolutions structurelles qui, elles, sont les tendances fortes. Oui, merci. On doit passer à la deuxième question, mais s'il reste du temps, on peut revenir à ces points tellement importants. Et aussi, un petit rappel d'essayer de rester avec 3 minutes pour ce que nous avons le temps pour les 3 questions et aussi pour le public un peu aussi. Donc, deuxième question. Quel est ou sera l'impact de la nouvelle législature et de la formation d'une nouvelle commission européenne pour ce qui est des politiques publiques à l'échelle européenne? Par exemple, défense, affaires étrangères, économie, politique migratoire, environnement, etc. Donc, il y avait quelqu'un qui voudrait commencer avec la deuxième question. Oui, Juliette. Oui, je veux bien y aller en première, si vous voulez. Pour revenir sur l'influence des résultats, et encore une fois de cette place de l'extrême droite, je dirais qu'il y a peut-être un élément général à souligner. Après, je développerai un élément spécifique sur les questions de frontières et d'immigration parce que c'est sur ces questions que je travaille. Tout d'abord sur le fait qu'on a une extrême droite qui se normalise et qui s'institutionnalise. Et ça, les travaux de sociologie politique le montrent très bien, en fait, comment cette nouvelle bulle d'extrême droite européenne parvient à utiliser les ressources européennes au service de son agenda idéologique, donc que ce soit sur les questions de lutte contre l'immigration et contre le multiculturalisme, opposition des droits opposition aux droits des minorités de genre et sexuelles, anti-écologistes aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à cet agenda-là. En fait, ce qui se passe déjà et ce qui va se renforcer, c'est le fait que ces élus vont former une porte d'entrée pour des groupes d'intérêt identitaires, antiféministes, anti-LGBT, etc., qui vont, entre guillemets, s'inscrire dans le cadre on en parlait en introduction, de cette culture de la consultation qui caractérise les institutions européennes. Ensuite, sur les questions migratoires de manière plus spécifique, ce qui se passe de manière générale, c'est qu'en fait, on a un durcissement et on a une convergence sur ce durcissement. Ça s'est très bien vu lors du sommet, le dernier sommet en octobre des différents chefs d'État, ou même que ce soit les sociodémocrates au Danemark, vous avez déjà des positions très dures sur l'immigration, ou les 6-7 chefs d'État qui sont issus de partis d'extrême droite étaient en accord sur ce durcissement des frontières, des contrôles aux frontières en dépit des droits fondamentaux. Il y a un petit peu 3 éléments à souligner et à surveiller de ce point de vue-là. Le premier, c'est que sur les questions liées aux migrations et au contrôle des frontières, on a vraiment une rhétorique du retour à la souveraineté qui se renforce. Ça se voit par exemple dans le cadre de Schengen. On en a peu parlé, mais il y avait une réforme en juin 2024 de l'espace Schengen qui permettait notamment de prolonger la durée des contrôles qui sont réintroduits de manière temporaire. Donc c'est passé, je crois, de 3 à 2 ans. Et on voit que l'Allemagne les a réintroduits au mois de septembre, que plusieurs pays, dont les Pays-Bas, ont revendiqué de pouvoir faire la même chose. Sur ces questions de souveraineté, on voit aussi qu'il y a tous les membres du club de Visegrad qui critiquent la mise en œuvre à venir du pacte asile et immigration, qui est déjà en lui-même qui est très conservateur et qui vraiment reprend ce front de lutte contre l'immigration irrégulière. Mais ce que critiquent les membres du club de Visegrad, c'est la partie de répartition des demandeurs d'asile, donc qui s'oppose à ça. Il y a retour à la souveraineté. Ensuite, ce qui se passe sur les questions migratoires, c'est qu'on a cette alliance entre Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni. Quand bien même Giorgia Meloni avait voté contre l'investiture de Ursula von der Leyen, son parti a quand même obtenu une vice-présidence. Et sur les questions migratoires, la présidente de la Commission a envoyé au mois d'octobre une lettre aux chefs d'État, aux membres du Conseil, sur ces questions-là. Et en fait, elle souligne plusieurs choses. Déjà, la volonté de la future commission de prolonger tout ce qui est externalisation du contrôle migratoire, c'est-à-dire en fait sous-traiter les questions d'asile aux pays tiers. Et par exemple, dans cette lettre, la présidente de la commission, elle évoque ce fameux protocole, cet accord entre l'Italie et l'Albanie, comme un modèle.
quand bien même il viole un certain nombre de règles du droit d'asile, qui est extrêmement critiqué par les ONG et que les premiers transferts ont été un véritable fiasco. Donc il y a ça, et dans cette lettre, il y a aussi une nouveauté qui n'était pas présente ni dans le pacte asile-immigration ni ailleurs, c'est l'externalisation de la gestion des retours, c'est-à-dire l'expulsion des personnes qui sont en situation irrégulière. Et là, dans cette lettre, Van der Leyen propose en fait de créer, sur le modèle des hotspots, des centres qui permettraient de gérer l'expulsion de ces personnes en situation irrégulière. Donc on voit qu'on est toujours plus en fait dans la surenchère du tout répressif, et ce qui m'amène à mon dernier point. En fait, que sur les questions migratoires, on voit qu'on a une forme de mainstreamisation, hein, on dit en sciences sociales, du tout répressif, et qui est une stratégie électorale par la droite plus traditionnelle aussi, les sociodémocrates au Danemark, qui consiste en fait à jouer sur les plates-bandes de l'extrême droite pour en siphonner les voix. Or, le seul effet, c'est plutôt de rendre l'idéologie d'extrême droite acceptable et légitime, plutôt que de lutter contre elle. Donc, sur les questions migratoires, c'est un peu les points que je mettrai en avant. Merci beaucoup. C'est une excellente introduction pour discuter cette question. C'est des points tellement importants. Donc, le deuxième intervenant. Oui, Maria. Voilà, merci. Désolée, j'arrivais pas à trouver mon microphone. Déjà, juste une remarque sur ce qui vient d'être dit sur la migration. Pour moi, ça reste vraiment le point d'interrogation parce que déjà avant, on arrivait. Alors, je pense que le système tel qu'il est, il n'est pas vraiment soutenable. Donc, déjà avant, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Je vois les tensions et les différences justement idéologiques qui seront certainement renforcées. Donc voilà, ça reste vraiment, et surtout le fait que, et je suis tout à fait d'accord, il y a un revirement vers cette logique de souveraineté nationale, identité nationale, mais les intérêts même des États membres et surtout les intérêts des extrêmes droites au niveau national sont très différents. Si on prend l'Italie, ce que voudrait, disons, l'extrême droite en Italie est complètement différent de ce que voudrait l'extrême droite en Hongrie ou dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment une question de quelle pression va avoir l'extrême droite sur cette question qui est déjà très sensible, critique, enfin. Voilà, mais cela était juste une remarque. En fait, ce que je voulais dire, c'est, je pense que cette question, cette deuxième question, il faut bien sûr y réfléchir dans le contexte plus général économique et géopolitique global, non? Qui est marqué par des gros changements et on en a parlé, la guerre en Ukraine, d'ailleurs le secteur, le renforcement du secteur de la défense, mais qui repropose aussi la question de l'élargissement comme un peu une question stratégique pour l'Europe. Et d'un autre côté, le contexte économique mondial qui défie un peu ce qui était les piliers centraux du libre marché intérieur, de la politique commerciale européenne. Et toute cette insécurité qui a d'ailleurs aussi causé en partie la montée des partis antisystèmes qui exploitent cette insécurité. Euh, hum, à mon avis, porter aussi un revirement idéologique à l'intérieur de l'Union européenne. Et si on regarde l'agenda de la Commission et même la structure de la Commission proposée par von der Leyen, on voit qu'il y a des nouvelles priorités, hein. Il y a une attention croissante aux questions liées à l'autonomie stratégique de l'UE, notamment à la politique industrielle. Auparavant, on n'en parlait pas, hein. Maintenant, aujourd'hui, le commissaire français est en charge de prospérité et stratégie industrielle. Mais en fait, la politique industrielle a toujours été une compétence faible dans les traités. Et maintenant, elle constitue même l'un des portefeuilles les plus influents dans la Commission. Donc, il y a un changement dans les priorités et qui a un impact aussi pour d'autres politiques, hein, la politique de concurrence, d'aide d'État, et qui, bien sûr, repropose aussi un peu l'agenda Draghi, non? La question du financement des politiques publiques, le modèle NGO, tout ce qui, tout cet agenda de financement qui est clairement aussi doit être abordé par par la nouvelle législature.
Et je pense que, par contre, il y a, il pourrait y avoir une évolution par rapport à l'agenda verte et environnemental. Je pense que ça va bien sûr rester toujours une priorité, ça reste une priorité, mais on dirait que donc elle a pas disparu, mais il y a de plus en plus un rééquilibrage avec d'autres intérêts. Donc, en particulier, autonomie stratégique, développement économique et industriel. Et donc, il faudra voir en fait comme cet agenda environnemental et social sera abordée enfin, bien sûr, moi, j'espère que elle ne sera pas mise de côté. Mais voilà, et je pense qu'il y a quand même à l'intérieur, déjà, on peut déjà retrouver à l'intérieur de la commission et de la structure de la commission et aussi de ce qui est ressorti des auditions, un changement de priorité en ce qui concerne les politiques européennes. Merci, Maria. Nicolas? Oui, je veux élargir ce que vient de dire Maria sur le pacte vert, parce que je pense que un des acteurs émergents de politique sur la scène européenne qu'il faut pas passer, passer de vue, c'est les agriculteurs organisés. Une certaine partie des agriculteurs européens qui sont organisés par, bien sûr, les intérêts euh, derrière, qui ont réussi à influencer déjà la politique avant les élections, ont réussi à influencer les élections et continuent d'être décisifs dans un certain nombre de contextes, comme par exemple en Roumanie, ce week-end, Georgescu, il a énormément profité des votes des petits et moyens agriculteurs. Et je pense que l'Union européenne va continuer d'avoir un pacte vert, mais il faut voir ce que ça veut dire. Et il me semble que la formule éco-nationaliste, disons, risque d'être une formule gagnante ces prochaines années dans beaucoup de pays européens, y compris, par exemple, en France. Regarde ce que la France dit par rapport au traité Mercosur ces jours-ci. On voit qu'une sorte de convergence d'intérêts des agriculteurs et ça va avoir de plus en plus d'impact sur ce que va faire leur mission, je pense. Là, je pense que là, c'est clair avec les agriculteurs et c'est un schéma qui a été mené avec succès sur la migration qui est en train d'être copié dans d'autres domaines. Donc, on voit une sorte de progression de même répertoire d'action, domaine par domaine. Et l'extrême droite, il me semble, ils sont très clairs là-dessus. Ils sont explicites avec leur stratégie. Ils ont dit, mais on a gagné le bataille sur l'immigration. On est en train de gagner la bataille sur sur le genre. Et il faut maintenant qu'on s'attaque la bataille sur le politique verte. Merci. Et Laurie, une réponse? Oui, merci. Mais je voulais rebondir à la fois sur ce que vient de dire Nicolo, puis un point qu'avait évoqué Juliette au début sur cette idée, en fait, quelque chose qui me paraît important pour mesurer, en tout cas, ou prévoir l'impact de la nouvelle législature sur les politiques publiques, c'est dans le fond deux logiques de renforcement, je pense, de cette dynamique de droitisation. D'une part, c'est ça, la politisation de l'enjeu environnemental et notamment du pacte vert au cours de cette dernière année qu'on a vu à l'automne de l'année dernière, puis qui continue et qui se déploie aussi dans certains pays, comme ça a été mentionné pour la France, avec le volet commerce international, donc cette espèce d'interconnexion aussi, et cette opposition plus large au pacte vert qu'on a vu dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est à l'automne et qui est ressorti aussi beaucoup pendant la campagne des européennes. Politisation qu'on a vue aussi sur les politiques migratoires. Donc cette mobilisation, je pense qu'on voit sur des enjeux qui sont des enjeux phares de l'extrême droite, mais qui touchent plus largement d'autres partis politique, donc la question migratoire, environnement, la question aussi des droits des minorités sexuelles. Et donc, on voit une mobilisation de différents intérêts dans différents États membres au niveau national. Et on a aussi un renforcement des gouvernements conservateurs
et dans certains pays où l'extrême droite est au gouvernement, donc beaucoup plus radicaux, au niveau des capitales européennes. Et là, je pense que il y a une dynamique en fait de renforcement qui est en train de se produire entre les forces d'extrême droite au Parlement européen, la façon dont ils influencent la composition de la commission et des portefeuilles, et l'extrême droite ou les forces largement conservatrices dans les capitales nationales et dans et mobilisées dans certains pays aussi au niveau de la société. Et je pense que c'est là aussi où on va avoir possiblement des effets de décuplement des résultats des élections européennes dans les années à venir, dans le type de politique et de solutions politiques qui va être proposée à la fois par la Commission et par le Parlement et le Conseil pour les politiques publiques. Merci, Laurie. Bastien? Oui, juste pour revenir brièvement sur cette opposition au pacte vert, si on prend un cas précis, celui de la Pologne, qui est quand même activement opposé, qui a énormément de retard sur sa transition, une grande dépendance au charbon. Euh, il y a quand même un risque que tout le monde ne suive pas. Et quand on regarde les lettres de mission qui ont été adressées par Ursula von der Leyen au nouveau commissaire, c'est drôle parce que sur la première page, les trois mots qui sont mis en avant en gras, les trois mots-clés montrent cette question de rééquilibrage des intérêts avec d'autres agendas dont parlait Maria tout à l'heure, parce que les trois mots sont sécurité, prospérité et démocratie. Et donc, on a quand même quelque chose qui va se jouer au niveau de la sécurité. Et dans ces cas-là environnementaux, la sécurité énergétique, le fait d'arriver à dépendre le moins possible d'autres puissances pour l'approvisionnement énergétique. Et ces questions de démocratie, comme on a parlé de première heure avec la montée de l'extrême droite. Et ça va constituer quand même des grands défis de maintenir ça tout en continuant avec ce pacte vert, au sens où ce pacte vert, quand on regarde ensuite les parties détaillées et personnalisées de ces lettres de mission des différents commissaires, et qu'on prend ceux à l'environnement, au climat et à l'énergie, on remarque que ça doit passer par des investissements, de la finance verte, ça doit passer par des prix d'énergie qui se maintiennent, tout cet effort. Et donc, on voit qu'il y a énormément de dépenses qui se profilent à l'horizon. Et donc, la question de la dette qui va être de premier ordre, sans doute, d'autant que on a mentionné à un moment Donald Trump. Si on regarde ce que Donald Trump a prévu, c'est quand même de nous taxer sur les exportations et sa politique énergétique à lui de drill baby drill va aussi potentiellement nous rendre dépendants d'importations des États-Unis, puisqu'on importe de moins en moins d'énergie de la Russie. Un des buts là de cette mandature, ça va être d'arrêter toute dépendance à l'énergie russe. Et du coup, une des sources, ça va être les États-Unis qui vont extraire de plus en plus d'énergie fossile non conventionnelle du moins jusqu'à ce que se mette en place un marché européen de l'hydrogène, s'il arrive à se mettre en place. Merci beaucoup. Un point important. Ce qui est bien, c'est qu'on avance dans la discussion, donc peut-être déjà en forme de conclusion, de pré-conclusion à la question numéro 2. Je crois qu'il faut voir que quand on s'intéresse aux politiques publiques, il faut regarder le sujet sur trois niveaux. Il y a le déclaratif, il y a le niveau du rapport de force dont on a déjà parlé, et puis il y a le niveau de la faisabilité. Sur le déclaratif, je pense que là, on voit une grosse continuité. Je regardais l'accord du 20 novembre des trois groupes. Les priorités politiques, c'est donc la déclaration de coopération de la plateforme, les valeurs, donc état de droit, soutien à l'Ukraine, approche coopérative dans l'Union européenne. Deuxième priorité, prospérité, croissance durable, nous dit industriel, compétitivité, décarbonisation, comment on dit, je demande décarbonation. Merci à notre expert. Et puis, troisième priorité, la défense, avec la mise en place d'une industrie de la défense européenne. Et puis, évidemment, la mise en œuvre du pacte migration et asile. Donc, quand on voit ça, on se dit, bon, c'est un agenda européen, pro-européen, relativement classique, volontariste. Et on voit une continuité avec des inflexions, mais quand même une continuité par rapport aux priorités de la mandature précédente. Ça, c'est le premier niveau, qui est plutôt presque plan-plan. On a l'impression que le monde n'a pas changé.
Deuxième niveau, celui du rapport de force. Donc, on en a déjà parlé de nombreuses fois. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. La droitisation, avec la position de force de l'extrême droite, des extrêmes droites, la mise à l'agenda, l'influence politique. Ce que disait Juliette tout à l'heure, de façon très détaillée aussi, sur la façon dont Ursula von der Leyen approche ces questions-là, la question d'immigration et de l'asile. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et en termes de rapport de force, oui, il faut regarder les portefeuilles. Et là, quand on regarde le portefeuille migration, affaires intérieures, oui, c'est l'Autriche, Markus Brenner qui a le portefeuille, donc un pays qui a étendu le contrôle aux frontières de manière illégale, un pays qui a demandé que des fonds européens servent à construire des clôtures autour de l'Union européenne. Bon, donc c'est par hasard si lui, ou en tout cas ça interroge, que ce pays, que lui, Bruna, pardon, ait ce portefeuille. Et puis, en effet, von der Leyen qui veut explorer de nouveaux moyens de lutte contre l'immigration irrégulière, je ne reviens pas sur ce que tu as dit, mais qui est partagé par lui. Pendant son audition, Bruna a lui aussi évoqué la coopération Italie-Albanie comme un modèle. Donc là on voit très bien que le rapport de force va vers cette privatisation. Et puis, troisième élément, qui est, je crois, pas le plus important, mais extrêmement important, c'est la faisabilité. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation budgétaire extrêmement serrée aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup parlé là du budget. Les négociations pour le cadre budgétaire pluriannuel 28-34 a commencé. Les négociations ont commencé. Les États membres doivent remettre leurs propositions là, doivent commencer à le faire. On a une situation très tendue. Et dans ce contexte, l'appétence à la solidarité ou à la générosité européenne, elle est limitée. Moi, je suis en train de mener des entretiens avec des acteurs et des actrices de la politique européenne à Berlin, dans les ministères, à la chancellerie fédérale, à Bellevue aussi. Et là, tout le monde me dit, c'est les pro-européens convaincus, et tout le monde me dit, non, non, mais alors nous, ça suffit l'argent. Maintenant, on va se calmer. Hein, l'Allemagne a assez payé. On va faire attention maintenant. Tout ça dans un contexte où on a besoin d'argent au niveau de la défense, au niveau, en effet, du Green Deal, certainement aussi pour les dépenses sociales. Donc là, il y a un point qui va être extrêmement compliqué. Et puis deux inconnus, on en a un petit peu parlé. La première, c'est en effet Trump, donc sur les questions énergétiques, mais aussi sur les questions commerciales, qui sont pour l'Europe, quand même, pour l'Union européenne, qui sont essentielles. Hein. Et la deuxième inconnue, c'est la guerre en Ukraine. Pour l'instant, on n'a pas d'amélioration en vue. Donc oui, des opinions publiques européennes qui, pour l'instant, sont plutôt pour une position européenne commune, qui soutiennent bien plutôt cette position-là. C'est Delphine, je crois, qui disait ça. Mais en même temps, on voit bien tout ce discours avec le BSB en Allemagne, une position pour la paix qui, en fait, ça veut dire quoi, faire la paix, ça veut dire bon. On le voit bien en Roumanie aussi, l'importance qu'a joué la guerre en Ukraine. Donc là encore, c'est une inconnue, ça peut basculer et ça aura certainement un impact sur sur les politiques publiques. Et je fais encore un pas en arrière. Oui, Draghi, la proposition, le rapport Draghi et les propositions, ça fait beaucoup d'argent. Il y a des réformes qui peuvent être faites qui sont assez peu chères, mais c'est aussi un gros investissement. Là, aujourd'hui, je vois mal les États membres accepter, enfin, certains peut-être, notamment la France qui déjà est surendettée et donc qui n'a aucune crédibilité sur la scène européenne sur ces questions. Mais sinon, l'intérêt est extrêmement limité au niveau. L'intérêt est limité au niveau de l'Union européenne. Les résistances sont plutôt élevées. Je voulais vous dire un truc optimiste, mais en fait, j'essaierai pour la troisième question. Delphine. Oui, merci. C'était pour dire peut-être quelques mots de plus sur la défense dont on a déjà un petit peu parlé. En matière de défense, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle commission qui s'installe là, elle est à la fois dans la continuité avec d'abord une présidente qui a beaucoup poussé sur le développement d'un certain nombre d'instruments qui permettent de financer des projets en coopération dans le domaine de l'industrie de défense. Donc évidemment, elle va continuer sur cette lancée. Et là aussi, quand on regarde en fait l'agenda stratégique de la commission,
ça figure en très bonne place, la défense, hein, pour le coup. Et dans le document, c'est mentionné à 13 reprises, avec en particulier une insistance sur la notion d'industrie européenne de défense. De la même façon, le fait qu'on ait une nouvelle haute représentante qui est Kaja Kallas, qui a beaucoup poussé à l'idée de créer une sorte de dette collective européenne pour financer les livraisons d'armes en Ukraine et financer l'acquisition de munitions en commun, là encore, ça montre bien que c'est une préoccupation fondamentale. Et d'un autre côté, ce qui peut interroger, c'est quand on regarde la composition de cette nouvelle commission, c'est de voir que là où auparavant on avait un commissaire qui était Thierry Breton, qui était à la fois chargé de l'industrie, de l'espace et de la défense. Là, en fait, on a découplé les sujets, c'est-à-dire qu'on a un commissaire à la défense et à l'espace, qui est le commissaire lituanien, et puis le commissaire français qui hérite du portefeuille industriel. Et ça me paraît un peu antinomique avec tout le discours qui a été celui d'Ursula von der Leyen jusque-là, de développer une stratégie industrielle de défense européenne, alors même qu'on découple les deux portefeuilles, qu'il va probablement y avoir des discussions très fortes et très serrées entre ces deux commissaires et entre leurs deux pays qui n'ont pas du tout la même vision des choses pour le coup, avec un pays, la Lituanie, qui, comme de nombreux autres pays en Europe, privilégie l'achat sur étagère, donc de matériel qui n'est pas forcément européen, là où la position française n'est pas du tout celle-là. Donc je m'interroge moi aussi sur comment on va vraiment mettre en œuvre les priorités, et ce d'autant plus que la Commission a publié le mois dernier, pardon, une liste de 8 projets qui pourraient bénéficier de ces nouveaux outils, donc des projets qui seraient développés en coopération dans le domaine de la défense. Mais là encore, le rôle des États dans l'établissement de ces listes de projets et des critères d'accession des projets ou d'éligibilité des projets, il est encore débattu. C'est-à-dire que les États essayent quand même de maintenir leur place et donc il va forcément y avoir à un moment donné des sujets qui coincent et ce d'autant plus, comme l'a dit Claire, qu'on est en plus dans un contexte économique et budgétaire qui est très contraint, hein, notamment pour la France. C'est pour ça que tout le discours autour de l'économie de guerre, par exemple, il me paraît très difficile à tenir en fait sur le long terme. Merci Delphine. Donc, Calypso, est-ce que vous voudrez ajouter quelque chose ou répondre à des points qui étaient abordés? Euh, pour l'instant, non, beaucoup a été dit et je suis vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, est-ce qu'il y a un dernier commentaire à propos de cette question? Sinon, on va passer à la troisième question et après, on va ouvrir la discussion pour le public aussi. OK, troisième question. Quelles réactions et conséquences des élections européennes peut-on observer à l'échelle nationale et quelles conséquences peut-on observer dans les États membres? Deuxième partie de question. Dans quelle mesure ces évolutions au niveau national ont-elles impacté les rapports de force et possibilités d'alliance à l'échelle européenne? Oui, Laurie. Merci encore, Laurie. Je peux, je peux me débrouiller pour ouvrir la discussion. Mais bon, je pense on a dit déjà des petits éléments aussi de cette question-là en amont en traitant les deux autres, parce que c'est sûr que c'est difficile d'isoler la sphère nationale et les sphères nationales et la sphère européenne, bien sûr. Bon, on a très brièvement évoqué le cas de la France. C'est sûr que sans rentrer dans toute la réflexion, discussion sur quelles étaient les motivations du président français, ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, je ne sais pas dans quelle mesure on peut extrapoler sur les conséquences de ce geste-là pour les autres États membres. Mais si on se place du point de vue des élections européennes et encore une fois d'une perspective un peu de la place des élections dans le système politique de l'Union européenne, puis leur rôle de légitimation, j'ai envie de dire, on est reparti 15 ans en arrière, c'est-à-dire que là, le message qui est envoyé à tous les partis politiques français à minima,
c'est de consacrer ce caractère de deuxième ordre des élections et de voir les élections européennes comme tout simplement une arène de plus de compétition politique nationale. Donc, d'un point de vue, je pense, normatif pour le caractère démocratique de l'Union européenne, je pense qu'on va avoir ses conséquences. À tout le moins pour la France, reste à voir comment est-ce que ça se diffuse ou pas par les différents partis politiques dans les différents pays. Deuxième point, sur la question de l'affaiblissement des différents partis au niveau européen versus au niveau national et les vases communicants qu'on peut voir, je pense que c'est assez difficile de tirer des conclusions à l'échelle des 27 parce que, encore une fois, ce scrutin a eu des résultats très différents avec des partis politiques au gouvernement qui ont quand même gagné les élections européennes avec d'autres partis qui ont été punis donc dans un format plus classique des élections de second ordre. Et je pense que là encore, on voit des répercussions vraiment qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire, d'un côté, si on reste avec l'exemple de la France, à la fois la très grande défaite électorale et la défaite des libéraux du centre de Renew à l'échelle européenne a vraiment eu, je pense, pour effet de diminuer l'influence de la France actuellement dans l'Union européenne. À l'inverse, si on prend le cas de Giorgia Meloni, qu'on a déjà un petit peu abordé par certains exemples, je trouve que là, la dynamique est différente parce elle est sortie complètement renforcée du scrutin européen. Mais on dirait que ça n'a pas, et malgré le fait que son positionnement envers l'Union européenne s'est beaucoup adouci depuis qu'elle est au pouvoir, dans un premier temps, il n'y a pas eu d'effet, j'ai envie de dire, d'effet waouh. C'est-à-dire que les négociations qu'il y a eu en amont de la Commission, notamment pour les top jobs, il y a eu beaucoup de mises à l'écart de Giorgia Meloni, de Viktor Orban. Et là, on voit dans le choix des portefeuilles et puis notamment le fait de donner la vice-présidence à Raffaele Fitto, on voit qu'il y a comme un effet d'influence, mais qui se déploie un petit peu en catimini. Donc, c'est encore cette idée qu'on a évoquée au tout début de cordon sanitaire qui reste, voilà, on est, je pense, entre deux eaux et c'est pas encore très clair. Est-ce que de quel côté la balance va pencher, à mon avis? Merci, Laurie. Et qui voudrait répondre? Claire? Je veux bien aussi directement par rapport à ce que vient de dire Laurie. Oui, je le disais tout à l'heure, c'est intéressant de voir justement l'impact de cette élection qui est européenne sur les dynamiques politiques internes des différents États membres et ensuite par ricochet l'influence ou l'impact que ça a sur leur influence sur la scène européenne. On est dans un mouvement à plusieurs étapes. Donc il a dit, hein, un des grands perdants parmi les États membres, c'est la France, avec les élections européennes qui ont entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale, qui n'avait rien d'inévitable, mais bon, voilà, elle est réelle, hein, qui a entraîné le renforcement du Rassemblement national, qui aujourd'hui est un petit peu faiseur de roi au niveau gouvernemental. On a un pays qui est occupé avec lui-même, et ce que je trouve flagrant, c'est quand on passe en revue ces dernières semaines, vous vous souvenez du discours de la Sorbonne 2.0 de Macron, c'était le 25 avril. Donc il avait bien calculé en termes de timing. C'était au début de la campagne électorale. Voilà, il lance son discours de la Sorbonne j'avais regardé les enquêtes d'opinion. Parmi les Françaises et Français qui l'avaient entendu, il devait y avoir 3-4 personnes et 3-4%, pas 3 personnes. Une quinzaine de personnes qui en avaient entendu parler, 15, oh là là, je ne vais pas y arriver, 15% environ de la population interrogée qui en avait entendu parler. Donc c'était vraiment très peu. Mais bon, peu importe. Un discours de la Sorbonne, un volontariste, vous vous souvenez de l'Europe est mortelle, il faut y aller. Donc, il pensait peser sur l'agenda politique de la Commission sur les élections européennes. Quand on regarde aujourd'hui la situation avec une France qui est devenue quasiment inaudible, ou en tout cas très peu crédible sur la scène de l'UE, bon, on voit qu'avec l'élection européenne qui est passée par là et tout ce que ça a entraîné, l'effet est assez considérable. Chez les gagnants, je vois ça de façon un petit peu différente de Laurie sur l'Italie. Je pense que Meloni ne sort peut-être pas gagnante, mais elle consolide fortement sa position.
sur la scène européenne. D'ailleurs, on voit une forme d'hypocrisie d'Ursula von der Leyen qui plaide pour le renforcement de la démocratie, donc le mot d'ordre, hein, sécurité, prospérité et démocratie, et qui en même temps travaille main dans la main avec une chef de gouvernement qui est en train de démanteler l'état de droit dans son propre pays. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, elle a quand même réussi à faire venir un vice-président d'extrême droite. C'est la première fois à la Commission. C'est la première fois dans l'histoire de la Commission. Donc, ça, c'est quand même un changement. Ce n'est pas seulement une petite évolution. Donc, je pense qu'elle est vraiment en train de fortement consolider sa position. Et puis ensuite, chez les autres gagnants parmi les États membres, on ne va pas tous les citer, mais bon, la Pologne, quand même, avec les bons résultats de la coalition civique de Tusk, et en même temps corrélé à ces réformes en interne pour restaurer la démocratie et l'État de droit, pour mettre en œuvre aussi le plan de relance pour mobiliser l'argent européen en Pologne même. On a l'Estonie aussi avec Kallas, en effet, sur une question qui est centrale, la question de la sécurité et de la défense. Et on voit cette évolution du centre de gravité politique de l'Union européenne, donc vers l'Est, plus vers l'Est, dans le contexte de la guerre d'agression russe en Ukraine. Et avec ce déplacement du centre de gravité géographique, on a un déplacement du centre de gravité politique et un déplacement du centre de gravité thématique, puisque justement les sujets à l'ordre du jour, notamment les questions de défense, de sécurité, avec une façon d'aborder aussi différemment les questions environnementales, les questions de climat et d'énergie. Et puis, comme vous l'avez vu, j'aime bien terminer par une question. Il y a une question qui me travaille en ce moment, puisque un de mes sujets de recherche, c'est la coopération franco-allemande dans l'Union européenne. C'est justement l'évolution, le sens encore de ce leadership franco-allemand aujourd'hui et dans les années à venir, et la formation de nouvelles coalitions, de nouvelles alliances. Donc le fameux bilatéralisme franco-allemand, là, extrêmement affaibli, joue un rôle en tout cas bien moindre qu'il y a quelque temps. Mais est-ce qu'il est capable, de se renouveler? Est-ce qu'il est capable de s'ouvrir à d'autres États membres pour avoir une autre forme d'impact? Et est-ce qu'il est capable, trois, d'être remplacé par une autre forme de leadership qui serait issue d'autres États membres? Voilà, donc en fait, ça fait trois points d'interrogation. Merci beaucoup. Donc, qui voudrait... Ah, Nicolo, désolé. Oui, non, pas de souci. Quel impact sur la politique nationale? Je ne sais pas, mais je constate que si on regarde un certain nombre de pays, y compris l'Allemagne, la Bulgarie, l'Autriche, qui ont beaucoup de mal à former des gouvernements. En France, on a un gouvernement, mais on ne sait pas exactement ce que ça représente, ni combien de temps ça va durer. Et ça donne un avantage, je dirais, pensons à la question de Claire, au gouvernement qui peut se montrer stable et sûr et solide, comme le gouvernement de Meloni pour l'instant. Mais est-ce que ça nous dit quelque chose aussi sur les élections européennes? Il n'y a pas de causation, mais il y a certainement beaucoup de facteurs dans ce moment d'instabilité, je dirais même ingouvernabilité dans certains pays. Mais je pense qu'on peut dire que les élections européennes, ils n'ont pas joué un rôle d'éclaircissement de la scène politique. Et d'où la difficulté de comprendre ce qui se passe et pour les acteurs politiques de se positionner sur des véritables questions. Il laisse beaucoup de place pour les acteurs qui en fait ont des sortes d'imaginaires fantastiques de ce qui se passe, comme Georgescu en Roumanie en ce moment. Mais il n'est pas le seul. Donc il y a un problème structurel, je dirais, les élections européennes qui doit organiser l'espace politique européen, mais ne l'organise pas et contribue à une sorte de chaos et de inéligibilité
qui fait que les coalitions qui sont trouvées dans les capitales nationales se dissoudre aussi sur ces questions-là. Et on peut craindre qu'avec de plus en plus de stress qui arrive ces prochaines années pour des raisons budgétaires, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons climatiques, etc., le public européen aura de plus en plus de mal à suivre quels sont les vrais choix et à faire de traduction de ces vrais choix qui se posent véritablement au niveau européen dans leur contexte national. Merci beaucoup. Prochain. Oui, Calypso. Oui, je voulais juste, effectivement, il y a effectivement cette question de, de, de la compréhension des peuples, de ce qu'ils peuvent faire tout seuls. On en revient quand même à la question de taking back control et comment ces élections et ce moment impactent ce problème finalement de déficit démocratique ou comment les gens comprennent. Et effectivement, je pense que c'est très intéressant de regarder aujourd'hui ce qui se passe avec le Mercosur, pas seulement en France, mais dans d'autres pays comme la Pologne, dans certains pays euh, enfin, tous les débats nationaux, parce qu'en France, on est en train quand même d'avoir un moment qui ne s'est jamais passé avant, un vote aujourd'hui au Parlement, qui sera peut-être à l'unanimité contre un accord qui a été signé par l'Union européenne il y a quelques mois avec les pays du Mercosur. Ça ne s'est jamais passé avant. C'est-à-dire qu'un pays membre rejette à l'unanimité de son Parlement un accord européen. Et, euh, et, et là, on a une classe politique entière qui démontre qu'elle peut, comme ça, impunément s'opposer à une décision européenne. Alors, bien sûr, il y a encore le niveau de la ratification. Nous savons très bien qu'il y a des étapes dans. Il faut que. Mais j'imagine que la France ne réussira pas à avoir une minorité de blocage. Et donc, on ouvre une ère où il sera devenu plus clair que jamais qu'un accord international peut se passer contre une volonté d'une majorité écrasante d'un grand pays membre. Donc, je crois que c'est quelque chose à noter. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit le fait que un des grands sujets qui va émerger dans les prochaines années, c'est les contraintes des types d'accords internationaux qu'on va passer, des types d'obligations miroirs qu'on passe avec d'autres pays, jusqu'où toutes ces questions de compétition sur les normes, est-ce que c'est juste, pas juste, etc., qui démultiplient la crise du secteur agricole dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi le sujet des parlements nationaux, parce que je crois que j'ai l'impression, mais j'en suis pas sûre, je ne sais pas ce que vous en pensez, que au niveau européen, on est en train plutôt, comme on l'a entendu tout à l'heure, de voir un renforcement extraordinaire de la Commission, en particulier parce que Ursula von der Leyen n'a pas d'ADN démocratique en elle. Enfin, il s'agit pour elle de vraiment contrôler sa Commission, et ce qui va non seulement renforcer le pouvoir central dans la Commission, mais de la Commission en général par rapport au Parlement européen. Mais au niveau national, on a plutôt une reassertion, enfin une réaffirmation du rôle des parlements nationaux dans les politiques européennes. Et d'ailleurs, on l'a vu hier dans cette déclaration de Weimar, je ne sais pas si vous avez vu, des trois parlements nationaux, France, Allemagne, Pologne, sur leur coopération entre eux et même, ce qui, moi, m'a fait plaisir, une déclaration qu'ils veulent travailler plus avec les citoyens. Je ne sais pas si tu as vu ça, Nicolo. C'est intéressant, sachant que Nicolo, par ailleurs, travaille beaucoup avec le Parlement européen sur la question de la démocratie et de créer un interparliamentary democracy group. Maybe you can say something about that. Mais donc là, il s'ouvre un certain nombre d'incertitudes sur les rapports de force exécutif-parlement au niveau national.
et la manière dont cette division du travail permet ou non d'avoir une influence nationale plus grande sur les accords internationaux, ce qui va devenir très important dans les scènes politiques. Merci beaucoup. Nicolo, est-ce que vous voudrez reprendre tout de suite? Oui, je peux en dire deux mots. Là, avec beaucoup d'autres associations, en, depuis les élections, enfin, depuis avant les élections européennes, on milite pour qu'il y ait une création d'un intergroupe dans le Parlement européen sur la démocratie. Je pense que tout le monde ici sait qu'il y a des comités dans le Parlement qui font leur travail, mais il peut y avoir aussi un certain nombre d'intergroupes qui sont créés pendant chaque mandat. Il y a à peu près 25 d'habitude. Et il n'y a jamais eu d'intergroupe sur la question de la démocratie. Typiquement, quand ça a été proposé avant, la réponse a été que les questions démocratiques, ils sont traitées dans le Constitutional Affairs Committee, donc AFCO. Euh, mais il s'avère, à notre avis, qu'il y a beaucoup plus de questions autour de la démocratie qui se posent ces jours-ci que les questions traditionnelles, constitutionnelles, de est-ce qu'on va faire une convention pour avoir une union fédérale, etc., qui est un peu l'imaginaire d'un certain nombre de parlementaires. Enfin, il y en a plein, y compris la question de rapport avec les parlements nationaux. Et donc, on essaie de faire en sorte que il y a assez de soutien dans les partis politiques et parmi les parlementaires pour créer cet intergroupe. Ce qui est intéressant, tout ça, c'est en train de se décider ces jours-ci. On va voir ce qui se passe. Je constate quelques petites choses quand même. Première chose, c'est que le plus de soutien est venu de la droite, du center-right, je dirais, notamment des Polonais qui ont combattu les réformes sur l'avortement, mais sur la base de rule of law. Euh, et donc, ils sont très attachés au rule of law, ils font le lien avec la démocratie. Euh, Beaucoup plus d'hésitation sur la démocratie chez les socialistes et les Verts. Est-ce que c'est notre priorité? Ils se demandent. Euh, les tentatives d'infiltration des gens de l'extrême droite qui n'ont rien de démocratique ni de égalitaire, etc., dans leur parcours, mais qui essaient d'infiltrer un tel intergroupe pour utiliser à leur fin. Donc, tout ça, c'est en cours, mais on voit déjà toutes ces dynamiques-là. L'autre chose que je constate, je reviens à ce que j'ai dit depuis le début, c'est que tout ce processus de créer les intergroupes, comme tellement de choses dans le Parlement européen, est totalement intransparent. Et on voit que derrière, il y a beaucoup d'intérêts commerciaux et autres qui sont en jeu. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement intransparent. Donc, quoi qu'il se passe, et nous, on a un travail à essayer de mettre un peu de lumière sur comment sont prises cette décision. Merci beaucoup. Qui voudrait ajouter quelque chose? Oui, merci. Moi, c'était la mention de Nicolo sur l'absence de capacité à former un gouvernement qui me faisait penser au cas de la Belgique et qui me poussait à réagir, puisque en fait, ce qu'on peut un peu retenir sur les dynamiques entre l'échelon européen et l'échelon national, c'est que, bon, je vais rien dire d'extrêmement original, mais c'est que ce résultat des élections, il n'est pas isolé, puisque de manière générale, on a une progression générale de l'extrême droite qui s'est poursuivie après les élections européennes, dans le cas des Länder en Allemagne, le cas de l'Autriche, de la Bulgarie, etc. Quelque chose aussi qui est fort, c'est le backlash des partis verts. Dans le cas de la Belgique, il y a eu des élections au niveau fédéral le même jour que les élections européennes où les Verts ont extrêmement reculé. Puis en octobre, au niveau communal, ils ont perdu énormément de sièges. Et là, on voit qu'il y a cette tension entre croissance-productivisme d'un côté et écologie de l'autre, sur lesquels jouent un certain nombre de partis pour récupérer des voix. Donc, en fait, ça, on le remarque à nouveau. Il y a un petit peu les mêmes dynamiques de forme de clivage, si on peut dire. Et ensuite, sur les pays, les États membres qui bénéficieraient de ces résultats, pour revenir sur le cas de Giorgia Meloni, c'est clair qu'elle est quand même renforcée par ce soutien de la Commission européenne, même si c'est une forme de soutien à demi-mot, hein, qui n'est pas extrêmement clair, mais c'est plus un effet d'affichage et d'idées, de contenu idéologique qui est repris. Et je trouve que c'est intéressant. Alors là, c'est vraiment une question, mais le parallèle entre mélonisation et urbanisation. Donc finalement, on voit que dans le fond idéologique, c'est à peu près les mêmes choses, mais que jusqu'ici, l'urbanisation
a été quand même fortement critiquée au sein des institutions européennes. La Hongrie est régulièrement sous jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle vient d'être condamnée au mois de juin à 200 millions d'euros d'amende auprès de la Commission, alors qu'on voit que finalement, le cas de Giorgia Meloni est tout aussi illibéral, même si par exemple on n'en a pas parlé, mais le cas des médias et de la presse, c'est quand même assez préoccupant ce qui se passe en Italie, ce qui se passe aussi en France par ailleurs. Et on voit que malgré cela, il y a une forme de légitimation et de cooptation de son leadership, alors qui renforce aussi des formes de fémonationalisme. On a l'impression que Van der Leyen peut soutenir aussi cette espèce de leadership féminin autour de son image politique. Et une autre question que je voulais éventuellement poser, c'est quel pays tiers aussi bénéficie de ces résultats. Le cas de la Russie est assez intéressant puisqu'en fait, on voit ce qui distingue principalement les patriotes des conservateurs et des réformistes et conservateurs, c'est que le fait que les patriotes sont plutôt pro-russes, alors qu'à l'inverse, ici, Fratelli sont plutôt atlantistes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je pense que les pays tiers qui peuvent aussi bénéficier, je pense à tous les pays qui bénéficient de transferts d'argent, alors qu'on a un contexte budgétaire hyper compliqué, pour la gestion migratoire, qui est quelque chose qui coûte extrêmement cher par ailleurs, mais qui n'est rarement souligné dans le débat public. Donc voilà, c'est un peu les éléments que j'apporte. Merci. Donc, qui voudrait répondre à les questions de Juliette ou ajouter quelque chose? Je pense que oui, nous avons Maria et puis Delphine. Maria? Oui, alors je voulais juste, en fait, j'avais trois points, mais donc le premier est effectivement le rôle du couple franco-allemand, mais qui a été déjà touché par Claire, mais c'est évident que l'affaiblissement de la France et de l'Allemagne, et puis maintenant encore plus avec la crise du gouvernement allemand, a eu un impact fort dans toute la période du post-élection, et notamment dans la formation de la nouvelle commission. Euh, deux mots sur l'Italie. Je pense que alors déjà, Meloni, c'est vrai, elle est sortie renforcée des élections, mais en même temps, on a vu aussi un renforcement du parti de gauche, de centre-gauche. Donc, il y a eu certainement le leadership le parti de Meloni a tenu, mais en même temps aussi le centre-gauche a même un peu renforcé ses positions, ce qui n'empêche que Meloni a quand même joué un rôle peut-être un peu paradigmatique de comment ces partis d'extrême droite se positionnent par rapport aux enjeux européens. Donc, au niveau national, une rhétorique extrêmement nationaliste, axée sur l'intérêt de l'Italie, euh, anti-européenne, si je peux dire, hein, avec cette idée que l'Italie est victime, on veut pas prendre en compte l'intérêt de l'Italie au sein de l'Europe. Mais dans les faits, avec justement ce rapprochement avec von der Leyen et aussi la proposition d'un commissaire qui était plutôt modéré, bien sûr toujours de son parti, mais plutôt modéré. Ce qui finalement a abouti au fait que Fitto a été accepté et je suis d'accord, c'est quand même un développement enfin, absolument nouveau et qui légitime aussi quelque part la position du gouvernement de Meloni. Mon dernier point, c'est que ces deux dynamiques ensemble, hein, donc l'affaiblissement de certains gouvernements et le renforcement des extrêmes droites aussi au niveau national, hein, de tout ce qui s'est passé après les élections, a fini effectivement par renforcer von der Leyen. Enfin, si on voit la commission, finalement, elle a été acceptée telle quelle, hein. Il y a eu pas, il y a eu un petit changement au portefeuille du commissaire hongrois, mais finalement, la ligne de von der Leyen est passée presque complètement. Enfin, donc elle a su aussi exploiter les faiblesses des États membres. Si on voit avec Macron et ce qui s'est passé avec Breton. Euh, Avec l'Italie, elle a bien sûr Fitto, donc elle a fait finalement Fitto a été accepté,
même si son portefeuille, il est vice-président avec un portefeuille, disons, moyen, hein. Donc, je pense que c'est vraiment aussi dans toute cette euh, jeu d'échecs, disons, des différents résultats des élections, c'est la Commission avec von der Leyen s'en sort assez bien, enfin, assez renforcée, hein, bien dans le sens où elle est de pouvoir. Merci Maria. Maintenant, je voudrais donner la chance de Bastien ou de Delphine d'ajouter quelques points si vous voulez. Peut-être un point que je peux ajouter rapidement, comme, comme Marie parlait juste là, dans une partie de son intervention de la montée des partis d'extrême droite. C'est c'est une évidence, mais il faut bien repartir des évidences. Quand il y a une montée de l'extrême droite au niveau européen, ça donne aussi indirectement de l'argent aux partis qui fonctionnent au niveau national, ça les renforce au niveau national, et du coup, ça permet d'avoir au sein des partis d'extrême droite des lignes politiques qui vont se diffuser d'un échelon à l'autre. Et du coup, on parlait précédemment des conflits d'agenda. Là, un risque, typiquement, c'est qu'il y ait encore plus de dilemmes entre enjeux sociaux et entre enjeux environnementaux que des phrases très accrochantes comme les dilemmes entre fin du mois et fin du monde reviennent à l'ordre du jour. Et si on veut maintenir des prix bas au niveau énergétique, si on veut augmenter le pouvoir d'achat avec cette montée de l'extrême droite, quelque chose qui peut se passer chez nous, qui est en train de se passer aux États-Unis, ce dont je parlais avant avec Donald Trump qui veut de plus en plus forer, c'est qu'on exploite les ressources de nos sous-sols et qu'on se retrouve finalement avec un marché de l'hydrogène qui sera pas du tout vert, mais qui sera de l'hydrogène gris au gaz, de l'hydrogène noir au charbon. Et on a évoqué plusieurs fois la Pologne. Il faut se rappeler il y a 10 ans, la stratégie de la Pologne pour transitionner, c'était de vouloir transitionner par le gaz de schiste. Donc, c'est quand même des réalités qui sont à nos portes. Finalement, la Pologne n'a jamais franchi ce pas-là parce que les estimations qui avaient été faites par les experts américains se sont révélées erronées. Ils n'ont pas retrouvé les ressources qu'ils attendaient. Mais sinon, la Pologne serait un énorme producteur et exportateur dans l'Europe et au-delà de gaz de schiste à l'heure actuelle. C'était quelque chose qui était sur la table. Merci Bastien. Delphine, est-ce que vous voudrez ajouter des commentaires? Non, je pense que beaucoup de choses ont été dites, donc j'aime autant passer mon tour pour ouvrir peut-être les questions de la salle. Merci. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ouvrir l'espace pour le public aussi de répondre aux questions, poser des questions, mais aussi pour les intervenants, vous pouvez revenir à des points pour discuter plus en détail ou peut élargir un point si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions du public? Emile Boiler, je suis chercheur aussi au Centre Marshall, aussi dans le pôle 5, en même temps que un historien d'Europe de l'Ouest. Je crois un point à mentionner aussi, c'est la question de la fin de la voiture thermique. Parce que, en fait, comme Bertrand l'a nommé, évidemment, sur l'électricité, ça va pas si mal pour les renouvelables, mais c'est la mobilité où ça coince réellement au niveau européen, comme dans d'autres régions d'ailleurs aussi. Et le CDU avait fait campagne, et une très forte campagne pour l'arrêt, aux élections européennes, pour l'arrêt de l'arrêt, en fait, parce qu'il y a cette décision de sortir, enfin de ne plus faire vendre des voitures thermiques à partir de 2035 et le CDU a fait campagne pour faire marche arrière sur ça. Alors, est-ce que comment ça va, enfin, comment ça va se jouer dans la suite, c'est pas très clair, mais c'est clair que l'Italie, avec Meloni, elle veut aller dans la même direction que le CDU. Ça n'a pas été un jeu très mentionné dans la presse dans les dernières semaines, mais au moins c'est quelque chose à regarder qui est une importance de taille pour le Green New Deal. L'autre question, évidemment, c'est la question du soutien à l'Ukraine, qui a été mentionnée, mais
qui, encore une fois, ça a été mentionné, qui divise l'extrême droite. Mais alors, après, c'est peut-être que le ECR, sur ce point, est plutôt fiable, un partenaire fiable avec si elle fait alliance avec le PP. Mais après, c'est aussi la question des priorités. En fait, enfin, avec Trump, évidemment, il faudrait augmenter beaucoup plus l'aide européenne à l'Ukraine pour remplacer l'aide américaine. Alors, est-ce que ça va se faire dans une situation budgétaire extrêmement serrée? C'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Et peut-être dernier point, j'ai écouté juste ce matin, il y a une députée enfin, Terry Reiner, qui disait que les Verts finalement avaient décidé de soutenir von der Leyen et sa commission. Alors ça, il peut être, enfin, ça avait été très discuté parmi les Verts. Alors ça peut peut-être donner un peu d'espoir que finalement ils ont peut-être quand même obtenu quelques promesses, au moins au niveau de la sauvegarde du parc. Je sais pas. Faut voir. Merci beaucoup trois points très importants. Frédéric Marin. Oui, merci Déborah. Donc, bonjour à toutes et à tous et bonjour au Centre Marc Bloch. Alors, j'ai une question qui a été abordée par de nombreux intervenants, de nombreuses intervenantes, mais un peu en filigrane. Puis j'aimerais avoir peut-être un point de vue plus tranché sur la question suivante. Est-ce que la faiblesse des États membres ou des gouvernements des États membres en ce moment va plutôt accroître la marge de manœuvre de la Commission von der Leyen ou au contraire la diminuer? Donc, quiconque est volontaire pour répondre à cette question. Merci. Qui aimerait répondre? Laurent? Oui, merci beaucoup aux intervenantes pour tous les échanges très riches. Moi, j'aurais deux points qui sont, enfin, une question et une plus question-réflexion. Premier, c'est en lien avec la position de la Commission et des instances européennes sur tout ce qui est affaires étrangères et politique de défense. Peut-être la question sera peut-être plus pour Delphine, mais pas nécessairement. Ma question, c'était dans quelle mesure le fait que l'on va avoir donc désormais enfin, un commissaire à la défense et une autre représentante issue donc de deux pays baltes, ce qui est une première quand même, parce qu'on a deux pays baltes qui sont au poste clé, deux membres de pays baltes qui sont postes clés sur ces enjeux-là. Dans quelle mesure ça risque d'influencer les décisions qui pourraient être prises, compte tenu aussi du contexte, que ce soit avec les guerres en Ukraine ou le retour de Donald Trump, et aussi la question de quel va être le rapport avec l'OTAN, surtout si l'OTAN est menacée. Et peut-être juste une réflexion par rapport à ça, peut-être si leur nomination n'a pas été une revanche de la nomination de Marc Rutte comme secrétaire général de l'OTAN, parce que ça avait été justement un reproche récurrent. Et l'autre point, c'est plus une réflexion, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent, mais c'est à plusieurs d'entre vous qui l'ont abordé, c'est sur on pourrait dire la normalisation des partis d'extrême droite, en particulier le fait qu'ils s'européanisent, qu'ils utilisent les instances européennes. Par rapport à ça, est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas dans la continuité d'un processus de leur part ils deviennent de moins en moins eurosceptiques parce qu'en fait, ils arrivent à influencer directement l'Union européenne et à orienter les politiques. Et de ce fait, est-ce que à terme, on risque pas du fait de leur modification au sein du fonctionnement de l'Union européenne, au niveau des politiques, est-ce qu'on risque pas d'avoir à terme un développement plus de l'euroscepticisme de l'autre côté du bord politique, même s'il existait déjà, parce que justement, l'extrême droite désormais réussit à influencer de l'intérieur, donc elle a plus besoin. Et juste par rapport à ça, vous pourrez confirmer, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui suivent mieux cela, mais par rapport à cette campagne, on n'a plus tous les débats sur les exits, que ce soit l'Italixit, que ce soit le Frexit, etc. Donc par rapport à ça, on a une évolution. Donc c'est une réflexion, une question par rapport à ça que je souhaitais vous poser. Merci encore. Donc, est-ce qu'il y a des réponses à Frédéric ou à Laurent? Oui, Marie? Merci beaucoup pour les questions. Très brièvement, je voudrais juste aborder la question de Frédéric sur la commission et cette dernière question sur sur la normalisation des partis eurosceptiques.
Alors, sur la Commission européenne, bah, je réponds à ça parce que c'est l'institution que je connais le mieux, le mieux parce que c'est mon sujet de recherche. Enfin, ça a été mon sujet de recherche. Euh, mais en fait, j'ai pas de réponse définitive dans le sens qu'à mon avis, en regardant ce qui s'est passé tout de suite après les élections, je dirais que effectivement, l'affaiblissement des gouvernements, plutôt, des gouvernements au pouvoir, disons, des gouvernements système, non? Des gouvernements modérés, qui a été accompagné justement par des gouvernements d'extrême droite, a fini par renforcer la commission, qui a su jouer bien son jeu dans toutes ces dynamiques. Après, je pense que ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer en France et en Allemagne. Et en général, dans toutes les élections, enfin, aussi en Roumanie, enfin, je pense que la relation entre la Commission et le Conseil va être déterminée beaucoup par ce qui va se passer au Conseil et comment le Conseil va pouvoir travailler avec des différences idéologiques très marquées, avec des pays qui peuvent sortir plus ou moins renforcés par des événements qui sont en train voilà, de se passer. Et un mot sur la question sur la normalisation des partis eurosceptiques. Moi, je pense qu'en Italie, la normalisation de Meloni et de Fratelli d'Italia a été en grande partie causée par le financement de Next Generation EU, dans le sens où Meloni a commencé son mandat au moment où l'Italie recevait énormément de financement à partir de l'Europe. Et je pense que ça, elle pouvait pas renoncer à tout cet argent. Et en grande partie, ça a aussi déterminé un changement de son idéologie, parce que si on prend le programme des élections de Fratelli d'Italia, les précédentes élections européennes, ben on voit un programme complètement eurosceptique. Ça a complètement changé 5 ans après. Et ça, c'était après la pandémie et le Covid. Donc, je pense que ça a aussi eu un impact important. Merci, Maria. Il reste un petit peu de temps, donc dernière question, dernier point. Oui, Jean-Samuel Amordon. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'excuserez, je n'allumerai pas ma caméra, mais simplement une question. J'ai récemment participé à un colloque sur les résultats des élections présidentielles américaines et il y a un intervenant qui a mentionné que l'Europe avance par crise. Et on a parlé tantôt du thème de la défense et je me demandais si le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine actuellement n'a pas relancé le sujet de la défense et de l'OTAN notamment. Delphi? Oui, merci. Alors peut-être pour répondre à cette question et puis à la première de Laurent, évidemment, en matière de défense européenne, en fait, ça avance par crise depuis la fin de la guerre froide, puisqu'il faut se souvenir que le titre 5 sur la PESC, qui est en fait négocié difficilement par la France et l'Allemagne lors du traité de Maastricht, en fait, il doit beaucoup au traumatisme des Balkans. Le lancement de la politique européenne de défense en 99, il doit beaucoup au Kosovo. Donc, en gros, à chaque fois qu'il y a des vraies avancées dans la défense européenne, c'est pour répondre à une situation de crise. Donc évidemment, là, la guerre en Ukraine joue un rôle assez important et c'est aussi ce qui permet à la Commission de prendre un ascendant par le volet industriel, qui est en fait le seul qui entre dans ses compétences, puisque la défense, ça reste du domaine de souveraineté des États. Donc le seul volet sur lequel la Commission peut tenter de prendre pied en matière de défense, c'est le volet industriel. Et là-dessus, la Commission, et notamment la présidente de la Commission, a su très bien jouer sa partition. Pour essayer de répondre maintenant à la question de Laurent sur les postes clés qui sont attribués à des BAT, je crois qu'il y a eu aussi peut-être dans les négociations autour de l'attribution de ces postes le besoin de tirer des leçons de la méfiance qu'avait suscité la position française et la position allemande au tout début de la guerre, et je dirais même un petit peu en amont de la guerre, en fait, à l'été 2021, quand la France et l'Allemagne avaient souhaité inviter Poutine pour un sommet avec l'Union européenne et que les autres pays, et notamment les Baltes, mais aussi la Pologne, avaient refusé en fait de dialoguer.
ce qui a marqué en fait une scission dans la vision de la menace russe de part et d'autre d'Europe. Et je crois que là, il y a vraiment l'idée de mieux prendre en compte en fait l'apport de la vision de la sécurité par les pays baltes, mais aussi peut-être dans un contexte où Trump est réélu et qu'on se pose beaucoup de questions sur l'OTAN, l'idée de renforcer ce fameux pilier européen de l'OTAN, dont même la France parle aujourd'hui de façon très décomplexée, et ça, c'est une véritable évolution, là encore, dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on voit une position française qui devient beaucoup plus pragmatique sur l'OTAN, avec un président qui, dans la revue stratégique révisée de 2022, nous parle d'OTAN avant de nous parler d'autonomie stratégique européenne. Donc là, c'est quand même assez marquant. Donc, je crois que c'est une sorte de gage, et une gage qu'on voit d'ailleurs dans les discours publics tenus par Macron et Scholz en 2022. Hein. Je pense au discours de Bratislava de Macron, je crois que c'était en 2023 d'ailleurs, ou au discours de Prague de Scholz, où dans les deux cas, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec nos partenaires d'Europe centrale et orientale. Donc, je crois que ça participe un petit peu de ce mouvement de dire que oui, en fait, on a un peu loupé le coche auparavant. Donc, il va falloir peut-être davantage laisser de place aux pays d'Europe centrale et orientale pour discuter des questions de sécurité et de défense européenne. Merci Delphine. Donc, nous sommes presque à 17h30. Donc, avant de donner la parole à Laurent et Daniela qui ont organisé cette table de ronde tellement dynamique, j'aimerais remercier les intervenants pour une discussion riche et intéressant. Donc maintenant, je donnais la parole à Daniela et puis Laurent, peut-être de faire une conclusion en général à des points tellement divers et difficiles. Donc, je ne peux pas le faire, donc. Merci beaucoup, Déborah. Je vais laisser la conclusion à Laurent. Et j'en profite simplement pour remercier les intervenants pour les différents points qui ont été abordés, que d'un côté, vous voyez bien. Pour moi, c'est la première fois qu'on a fait ce format avec les différentes questions. Il y a Laurent qui a eu cette idée. Je l'ai trouvé assez dynamique pour justement se compléter sur ces différents points et d'aborder des aspects aussi de se répondre qui est plus dynamique que des présentations un peu plus préparées à l'avance, intervention de chacun. Et voilà, donc je trouve que c'était à la fois pour ressortir un peu les défis et aussi les continuités qu'il y a. J'aurais aimé parler des continuités aussi par rapport aux politiques éducatives, mais je pense qu'on va faire ça pendant le dîner, le souper. Et puis, voilà, après, je donne la parole à Laurent pour merci à tout le monde de ses papas et de la part du CEB. Merci Daniela. Parce que la conclusion, tu l'as déjà en partie faite. Tout d'abord, un grand merci donc aux intervenants et aux intervenantes pour la qualité des discussions. C'était très intéressant. Je ne regrette pas ce format, même si ça nous a un peu inquiété, Dani et moi, dans la préparation, mais je ne le regrette pas du tout parce que justement, permettait d'aborder ces différents aspects et enjeux compte tenu de ce que amènent donc ce qu'ont amené ces nouvelles élections européennes et cette nouvelle commission, dans un contexte, que ce soit dans les États membres ou international, qui est assez intense, pour ne pas dire très changeant et compliqué. Mais donc, pour terminer, je tiens aussi à remercier naturellement donc les différents centres, que ce soit donc le centre Marbloc où vous êtes présentement, le CCAE, le centre Jean Monnet, le DAD et également donc EY, et plus particulièrement pour terminer, un grand merci à Jay et surtout à Déborah pour avoir donc accepté de modérer cette table ronde qui fut de mon côté à vous écouter particulièrement excellente.